Dans cette vidéo, nous allons aborder une partie du cours d'optique interférentielle. Pour bien utiliser cette vidéo, je vous rappelle qu'il est important de s'en servir pour prendre des notes afin de reconstruire un cours ou bien une fiche de cours qui sera adaptée à votre personnalité et à votre niveau actuel. Le niveau de difficulté abordé correspond au niveau de la licence pour un élève de niveau correct. Et je vous rappelle encore que cette vidéo n'a pas pour but de remplacer un cours de physique qui va se nourrir du contact entre professeur et élève aussi. Certaines difficultés qui nécessitent un dialogue ne seront pas abordées. Alors nous allons étudier de manière non exhaustive les différentes configurations d'interférence à deux sources ponctuelles. Je vous rappelle que pour déterminer une figure d'interférence, on définit un nombre qui permet de déterminer le type d'interférence en un point donné de l'espace. Ce nombre, c'est l'ordre d'interférence P. Cet ordre d'interférence va être relié au déphasage entre les deux ondes au point considéré. Ça permettra facilement de voir si les ondes sont en phase ou en opposition de phase. On pourra aussi relier cet ordre d'interférence à la différence de chemin optique delta, ce qui permettra de déterminer à partir d'une représentation géométrique la valeur de l'ordre d'interférence en le comparant cette différence de marche, différence de chemin optique à la longueur d'onde lambda du rayonnement. On peut aussi le relier à tau, le temps de retard dû à la propagation qu'aura une onde par rapport à la deuxième au point considéré. Donc on voit ici que cet ordre d'interférence, une grandeur pratique pour déterminer le type d'interférence, pourra être lié à trois grandeurs physiques différentes, déphasage, retard dû à la propagation ou bien différence de chemin optique. Je vous rappelle que les interférences sont dites constructives, ou alors on dira qu'on a des franges brillantes quand P est entier, puisque les deux ondes se retrouvent être en phase, et la somme de leur amplitude sera maximum. Par contre, si P est un demi entier, on aura des interférences destructives. Dans le cas où l'amplitude des deux ondes est identique, on se retrouvera avec des franges sombres, pas de lumière, à cet endroit-là de l'espace. Comment réalise-t-on des interférences à deux ondes? Eh bien, si on ne veut pas utiliser le principe de la diffraction, on est obligé d'utiliser en fait un système optique double qui, d'une source ponctuelle, monochromatique, va faire deux sources ponctuelles, de même longueur d'onde que la source de départ, et surtout cohérentes entre elles. Donc, le fait de réaliser ces deux sources ponctuelles permettra ensuite d'avoir deux ondes issues de chacune de ces deux sources qui pourront interférer en elles. Le système optique fabriquera ces deux ondes soit par division d'amplitude, comme l'interféromètre de Michelson, ou par division d'ondes, comme par exemple les systèmes de miroir de Fresnel ou autres. Les deux ondes vont interférer dans un champ d'interférence, une portion de l'espace. On dira qu'on a des interférences ici non localisées, on peut bouger le point M dans cette zone-là, on obtiendra toujours effectivement des interférences. C'est lié au fait que la source est ponctuelle. Quand on aura une source étendue, on aura une localisation de la figure d'interférence. Il faut que le système de division ici soit stigmatique, ça veut dire que effectivement il faut à tout prix que de cette source ponctuelle monochromatique on fabrique des sources ponctuelles, ici suffisamment ponctuelles bien sûr, quand on passe à la réalisation expérimentale. Le fait d'avoir un système ici, deux systèmes stigmatiques, fait que les chemins optiques S2 seront les mêmes, quel que soit le trajet emprunté. Donc en fait, pour faire le calcul de la différence de chemin optique, du retard de propagation dû à l'onde qui passera par le système supérieur ou par le système inférieur, on peut utiliser S1 S2 comme point particulier pour toutes les ondes qui passeront par la partie supérieure et qui arriveront en un point de l'espace. Le temps de propagation, le chemin optique, la différence de phase pour aller de S à S1 sera la même. Donc en fait, le chemin optique L2, passage par la partie inférieure, moins L1, passage par la partie supérieure, pourra ici faire intervenir une sorte de différence de marche de référence, la différence de marche entre SS1
et SS2, ou l'inverse. Et ensuite, la différence de chemin optique due au parcours final entre S2M et S1M. Ces sources S1 et S2 sont appelées sources secondaires, et en fait, on va pouvoir utiliser seulement, enfin, s'intéresser seulement, je veux dire, au calcul de la différence de marche à partir de ces sources. On va considérer, dans la suite ici de cette vidéo, que la différence de marche de référence est nulle, c'est-à-dire que S1 et S2, en plus d'être cohérentes, sont en phase. La différence de marche totale sera la différence de marche après S1 et S2. Je vais aussi considérer que le milieu d'observation est d'indice n égale à 1. Ça veut dire que les chemins optiques vont tout simplement être les longueurs dans l'espace qui nous entoure. Si les sources sont à distance finie, S1 et S2, on va avoir en M des ondes sphériques. On va commencer par cette partie-là, et la différence de marche delta M sera donc S2M moins S1M, c'est les longueurs optiques. Puisque pour aller de S2 à M, on va parcourir un chemin optique sur une droite dans un milieu d'indice 1. Bon, il est intéressant de noter qu'à partir de là, le système optique qui a créé S1 et S2 n'a plus d'importance. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait ici pourra être réutilisé, quel que soit le système optique qui crée ces sources secondaires S1 et S2. Bien sûr, chaque système optique n'aura pas forcément un delta référence nul, mais il suffira tout simplement de le rajouter au calcul qu'on va mener par la suite. Alors, il est à noter des positions particulières. Si on se place ici sur le plan médiateur de S1 et S2, eh bien les distances S1M et S2M seront identiques, donc on aura ici le lieu correspondant à delta égale à 0, donc P égale à 0. Ici, eh bien, une interférence constructive pour tous les points de ce plan. Si on se place ici sur la droite S1 S2, eh bien c'est là où on aura la différence de marche, la différence de chemin optique maximum en valeur absolue, A ou moins A, bien sûr, ça dépend du côté où on va se placer, donc sur la partie supérieure, et sur la partie inférieure. Donc c'est pas la droite complète, c'est juste ici, ces deux parties-là. Donc ces positions particulières sont intéressantes, soit on va essayer d'obtenir une différence de marche maximum, et on essaiera de se placer plutôt dans cette direction-là, soit on va essayer d'obtenir une différence de marche proche de 0, pour des soucis éventuellement pratiques, et on se placera plutôt au voisinage de cette position-là. Les positions ici intermédiaires n'ont pas très grand intérêt d'un point de vue pratique, si bien qu'on va étudier seulement ces deux positions-là. Alors on va commencer par la première. On va ici se placer pas très loin ici du lieu pour lequel la différence de marche est nulle. Il est à noter qu'on peut facilement construire la différence de marche, puisque l'intérêt de ce chemin optique, c'est d'être visible sur une construction géométrique. À mon avis, il faut toujours commencer par définir proprement, d'un point de vue géométrique, la différence de marche. Ici, eh bien, on peut tracer le cercle de centre M et de rayon, par exemple, MS1, et on va obtenir ici, tout simplement, facilement, la différence de marche, la différence entre les distances S2M et S1M. On peut aussi utiliser la bisectrice de S1M, S2, de manière ici, eh bien, à obtenir, par ce point-là, un point qui est à la même distance de M que S1. Et on va donc ici avoir facilement la différence de marche qui pourra se représenter sur le schéma. Alors attention, l'angle droit est ici. Et bien sûr, ici, on n'a pas d'angle droit. Donc, c'est un moyen facile de représenter la différence de marche. Pour la calculer, c'est un petit peu moins évident d'utiliser cette représentation-là. On préférera éventuellement repérer le point M, S1, S2 par des systèmes de coordonnées. Alors, on va faire ce calcul. On va commencer par calculer le vecteur S2M. Le vecteur S2M, eh bien, on va ici utiliser une construction dans ce genre-là. On obtient ici A sur 2 dans la direction X, D dans la direction Z.
ensuite x dans la direction x et y dans la direction y. Donc voilà notre vecteur S de m. On peut ensuite calculer sa norme. Et en considérant que m est après S2 sur le trajet lumineux, la distance algébrique S de m devient la longueur S de m. On peut faire la même chose pour S à m. Et ensuite, la différence de marche va donc être ici, puisque m est après S2 et après S1 aussi. Donc le chemin optique S à m, c'est la longueur S à m. Donc attention à cette particularité. On obtient la différence de marche. On voit qu'elle dépend a priori de la position de m par l'intermédiaire des variables x et y. Il faut bien comprendre ici, pour le calcul qui va suivre, les conditions pratiques d'utilisation des interférences. Il s'agit ici, eh bien, en particulier, de se placer autour du lieu pour lequel la différence de marche sera nulle. On remarque ici qu'effectivement, en 0, 0, x et y égale à 0, on obtient delta nul. On le savait déjà, ici on a une interférence constructive, les deux ondes sont en phase. Ensuite, quand on va augmenter dans la direction x, voire dans la direction y, on aura une différence de marche qui va être non nulle, donc on verra apparaître des interférences destructives puis constructives. L'objectif ici est de se placer autour de p égale à 0. Donc on va écrire ici cette différence de marche en faisant intervenir, eh bien, mettant ici d en facteur, qui est une grandeur positive, donc racine de d carré donne d. On va faire apparaître ici un terme qui va être important, la distance des sources à l'écran, et ensuite des termes qui seront beaucoup moins importants, beaucoup plus petits. Si l'écran est situé à 1 mètre des sources S1 S2, eh bien, on va regarder à quelques centimètres, voire quelques millimètres de cette position-là. D'un point de vue ici pratique, ça veut dire qu'on va faire un développement limité et on va considérer que les distances x sur d, y sur d et a sur d sont toutes suffisamment petites devant 1 pour qu'on assimile le calcul à un calcul au premier ordre pour ces différentes grandeurs. Dans la formulation écrite tout à l'heure, on s'aperçoit que ces deux termes sont effectivement des termes qui sont des infiniment petits, on va dire du premier ordre, en considérant qu'on a défini ainsi un ordre avec x sur d. Et on va donc pouvoir ici développer racine de 1 plus epsilon en 1 plus epsilon sur 2, le développement limité de epsilon. Ce qui va nous faire, eh bien, gardant que les termes du premier ordre, ce qui va nous faire ici ce développement pour la première racine et celui-là pour la deuxième. On remarque ensuite eh bien, que les termes d'ordre 0 vont se simplifier, on a 1 moins 1. On remarque aussi que ce terme-là et ce terme-là vont se retrouver dans les deux cas avec un signe positif ici et un signe négatif là. Ils vont donc aussi se simplifier. Il ne restera donc plus que 1,5 de ax sur d carré moins 1,5 de ax sur d carré, donc ax sur d carré fois d. Il ne restera plus qu'au premier ordre, ax sur d. Donc au voisinage de ce point, eh bien, on a ici une expression simplifiée de la différence de marche. On s'aperçoit en particulier que y n'intervient plus. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si on calcule l'ordre d'interférence, on va pouvoir définir facilement une frange d'interférence. En effet, qu'est-ce que c'est qu'une frange d'interférence? C'est le lieu des points de l'espace pour lequel l'ordre d'interférence est le même. Donc si l'ordre d'interférence est constant, ça veut dire que delta sur lambda est constant. On remplace delta par sa valeur. Lambda A et D étant des constantes, ça veut dire que x est constant sur une frange d'interférence. Donc les lieux x égale à constante vont être des franges rectilignes, parallèles à l'axe des y. On note bien ici qu'on a P égale à 0, c'est la frange qu'on appelle des fois frange centrale, la frange pour laquelle il n'y a pas de différence de marche entre les deux ondes. On peut préciser un peu plus la figure d'interférence qu'on va observer en déterminant la distance entre deux franges brillantes. Si on fait le calcul de la distance entre deux franges brillantes, on va numéroter celle-là P,
On va calculer donc la différence de marge qui lui est associée, qui va bien sûr dépendre de la position ici XP. On va déterminer aussi la différence de marge associée à la frange suivante. On a ici fait varier P de 1. Et on va trouver notre I0 qui vaut en fait XP plus 1 moins XP. Après simplification ici, on s'aperçoit que les P lambda vont se simplifier, on obtient un résultat, c'est intéressant, qui ne dépend plus de l'ordre d'interférence, qui ne dépend donc plus des franges qui ont été choisies. Entre deux franges consécutives, on aura toujours la même distance. On appelle cette distance l'interfrange. Et la conclusion, c'est qu'on a ici des franges qui vont être rectilignes, mais qui seront aussi régulièrement espacées. Alors on se rappelle des conditions d'application, il faut bien sûr que x sur d, y sur d reste suffisamment petit devant 1 pour que ce résultat soit valable. Donc il ne faut pas trop s'écarter ici de celui-là. Alors il est à noter d'un point de vue expérimental, la distance d est souvent proche du mètre, voire un petit peu plus, alors qu'ici les interfranges I0 sont souvent des grandeurs plutôt proches du millimètre. Donc on se retrouvera ici avec des champs d'interférence qui font quelques centimètres. On est encore à un rapport x sur d, y sur d qui vaut facilement 1 centième. Donc en général, pas de problème pour l'aspect pratique. Il est à noter une chose intéressante ici sur cette interfrange, lambda d sur a. Eh bien si on fait diminuer a, c'est-à-dire si on rapproche les sources S1 et S2, eh bien on aura une interfrange qui va augmenter, on va dilater la figure d'interférence.